Aujourd'hui, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette session webinaire de SpeakMe, la dernière de l'année, nous allons être plusieurs intervenants. Donc, il y a 3 sujets au programme. Donc, Nabil, notre collègue du volet surveillance, va vous présenter les résultats de la surveillance 2024. Ensuite, Juliette Orex, qui travaille sur le volet prévention, a réalisé une enquête au printemps 2025 et va vous faire une restitution des résultats. Et pour finir, je vous donnerai quelques informations sur l'audit antibioprophylaxie et la nouvelle plateforme en préparation. Donc, vous pouvez noter dès à présent, pour ceux notamment qui n'étaient peut-être pas là au dernier webinaire, les dates qui sont affichées également sur notre site du CPA de France sur la page SpeakMe, les prochaines dates de webinaire SpeakMe, au moins pour le premier semestre de l'année prochaine. Parfait. À toi, Nabil. Super. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Delphine, je vais vous présenter une première synthèse des résultats des données issues des données 2024 de la surveillance. Euh, alors, pour commencer, je vais quand même faire quelques rappels. Alors, en ce qui concerne le calendrier, donc je vais revenir après sur les livrables donc, qui concernent les données 2024. En ce qui concerne donc la fin d'année 2025, on est en pleine période d'extraction des données. Donc période qui a commencé au 1er septembre. Euh, comme je disais, donc ça concerne les données de 2025. Donc pour ceux qui participent à la surveillance, vous avez probablement déjà commencé à réaliser l'extraction des données. Donc voilà, on aura début d'année 2026, la période d'ouverture de la plateforme pour le dépôt du fichier. Évidemment, vous serez tous informés lors de l'ouverture de la plateforme pour le dépôt. Juste avant les résultats 2024, un petit rappel des étapes à suivre pour la participation. Donc, essentiellement pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de participer et qui veulent participer pour l'année 2025-2026, euh, je résume un peu les étapes. La première étape, c'est de s'inscrire à la surveillance Picnic via la plateforme. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas déjà inscrit sur la plateforme, il y a une charte de participation à compléter lors de la première inscription. Évidemment, pour ceux qui l'ont déjà fait, ce n'est pas nécessaire. La deuxième étape est de diffuser l'information patient. Donc, on a une fiche générique qui est disponible sur le site du CEPIAS. La troisième étape, c'est du coup de contacter son DIM pour le faire participer justement à la surveillance via la requête d'extraction PMSI. Donc, l'objectif, c'est que le DIM puisse extraire l'essentiel des informations issues du PMSI pour tous les séjours concernant les spécialités et les types d'actes qui vous intéressent, que vous voulez surveiller. Depuis septembre dernier, on a à disposition une fiche pratique qui a pour objectif de résumer pour les DIM euh, les étapes du protocole qui les concernent. Elle résume en gros toutes les étapes à réaliser en termes d'extraction de données et de préparation du fichier comme je disais, pour le DIM et qui synthétise du coup ces étapes en deux, trois pages. Voilà, c'est 3 pages, c'est 2 pour le unit base et 3 pour patient base. En tout cas, voilà, c'est vraiment synthétique et ça évite de devoir en fait envoyer le protocole ou de discuter avec le DIM pour l'aider, pour l'assister. Là, vraiment, l'objectif, c'est vraiment que vous fournissiez, euh, le OH fournisse cette fiche directement au DIM. Et si besoin, évidemment, il peut nous contacter pour toutes les questions qui, relatives à l'extraction. Pas de problème, évidemment. Quatrième étape, c'est la collecte des données complémentaires qui ne sont pas dans le PMSI, essentiellement pour les patients voilà, donc, qui ont, disons, en base et en patient-based, concernant les comorbidités, si elles ne sont pas collectées via la requête du DIM. La cinquième étape, c'est la validation par le chirurgien. La sixième, c'est la finalisation du fichier Excel et son dépôt sur la plateforme. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez télécharger le rapport local qui synthétise les résultats de la surveillance dans votre établissement. Voilà. On passe à la synthèse des résultats.
En ce qui concerne la participation, donc on a une participation qui tourne autour de 200 établissements unit-based depuis quelques années maintenant. On a une légère diminution par rapport à l'année précédente en unit-based. Cependant, on a une légère augmentation. On a 2 établissements en plus qui ont participé en patient-based. Voilà, donc on est globalement en stabilisation par rapport aux années précédentes. Top. Alors, en ce qui concerne voilà, les chiffres macro concernant l'incidence des ISO sur l'année 2024, comme je le disais, hein, sur les 243 établissements qui ont participé, on a compté 151, 152 000 interventions et on a dénombré plus de 2000 ISO. C'était essentiellement des ISO profondes et des ISO d'organismes qui ont été rapportés, évidemment. C'est à nuancer avec le fait que la surveillance capte moins bien les ISO superficiels, évidemment. Et globalement, dans la majorité, ce qui vous a permis d'identifier les ISO, c'est la combinaison de critères, reprise chirurgicale et microbiologie positive. Voilà. Et au global, on obtient un taux d'incidence brut de 1,34. Voilà. Une densité d'incidence qui correspond à 0,6 à peu près. On rentre un peu plus dans le détail sur la description des ISO toute chirurgie. Donc en ce qui concerne la répartition des principaux micro-organismes, comme habituellement, Staphylococcus aureus en macro représente près du quart des pathogènes identifiés lors des ISO, avec Escherichia coli à la seconde place et Staphylococcus epidermidis qui représente à peu près 10% des germes identifiés. Avec Enterococcus fecalis, ces 4 germes représentent la moitié des germes qui ont été identifiés, toutes chirurgies confondues. Voilà. Et, pardon. Au total, excusez-moi, on a identifié 630 souches de Staphylococcus aureus et on a dénombré 10,8% de SARM au sein de l'espèce. On a également identifié, parmi les souches d'entérobactéries, on a identifié environ 7% de BLSE. Donc là, vous avez les graphiques qui représentent l'incidence et le nombre de procédures donc en barre derrière pour le global, c'est-à-dire toutes les chirurgies confondues. Donc au total, en 2024, en termes de nombre de procédures, on a une légère diminution par rapport à l'année précédente. En revanche, en termes de taux d'ISO, on a une augmentation qui est significative par rapport aux années précédentes. C'est une tendance globalement qui va se ressentir sur toutes les spécialités, comme vous allez le voir. Effectivement, cette année, en 2024, on observe globalement une hausse du taux d'ISO, toute chirurgie confondue. Ça se ressent aussi sur les données en patient-based. Cela dit, quand on stratifie sur le NIS, le score NIS, on constate tout de même une tendance à la baisse qui est maintenue chez les patients qui ont un NIS égal à 0. En ce qui concerne les données de gynécologie, comme pour le global, on observe une tendance à la hausse depuis 2021, tendance qu'on retrouve également au niveau des césariennes, comme vous pouvez le voir sur la courbe. En revanche, on a une stabilisation au niveau du taux d'ISO en chirurgie mammaire. En neurologie, on a une grosse augmentation significative en 2024 par rapport à l'année 2023. Et ce qui se ressent pour les 2 types de chirurgies qui sont surveillées, les cures d'hernie et les laminectomies. On observe dans les 2 cas une hausse significative du taux d'ISO. En urologie, même constat, sauf en ce qui concerne les chirurgies de résection de la prostate, qui, elles, se stabilisent en termes de taux d'ISO.
En revanche, pour les deux autres types de chirurgie, pardon, je me suis trompé, pour les résections urétrales de la prostate, transurétrales de la prostate, ainsi que pour la chirurgie de l'urètre, on constate une augmentation significative du taux d'ISO. En revanche, pour les prostatectomies, on constate une stabilisation du taux d'ISO. En cardiologie, on a noté en 2023 une diminution assez drastique du taux d'ISO qui tend à se stabiliser. On note une légère augmentation globale, mais qui n'est pas significative. Cela dit, quand on regarde dans le détail les chirurgies, on voit que sur les excusez-moi, je vais y arriver. Sur les pontages avec un prélèvement non régional, on voit qu'en fait on a une chute des effectifs en termes de procédure, ce qui fait que le taux d'ISO est difficilement interprétable, puisqu'on n'a justement pas compté d'ISO dans ces actes-là. En revanche, pour les autres pontages, on a vraiment une stabilisation au niveau du taux d'ISO par rapport à 2023, qui avait lui-même bien diminué par rapport aux années précédentes. En orthopédie, au global, on a une légère hausse qui est significative, comme je disais, au global en orthopédie. Et quand on regarde dans le détail, on voit que globalement, cette tendance existe dans les quatre types de chirurgie surveillées. Donc les poses de protège de hanche et les poses de protège de genou. Vous avez les reprises qui apparaissent avec le R en bas. Donc reprise de protège de genou à gauche et reprise de protège de hanche à droite. Et donc ces augmentations, alors c'est vrai que j'ai pas précisé, mais vous avez le petit NS ou le petit S en vert qui apparaît sur les courbes, qui représente en fait l'indicateur qui est utilisé pour qui sont transmis en fait aux autorités et qui correspond à une comparaison du taux d'ISO par rapport aux 2 années précédentes. Alors, seule exception qui apparaît par rapport à la tendance globale d'augmentation du taux d'ISO, c'est au niveau du digestif, donc on a une diminution qui apparaît significative au global, et on a globalement en fait une diminution qui étonnamment apparaît au niveau des chirurgies colorectales. C'est typiquement le type de chirurgie sur lequel en fait les données, notamment en patient base, qui nous servent. Ça, c'est l'occasion de faire un rappel intéressant. Les données en patient base qui nous permettent de faire une analyse un peu plus poussée pour essayer de comprendre ces variations qu'on observe. Là, en l'occurrence, on a eu une hausse de la participation en chirurgie colorectale par rapport à 2023 et une baisse du taux d'ISO apparent. Alors, on le sait en chirurgie digestive, particulièrement la prise en charge des, l'écran qui a sauté, peut-être vous voyez toujours mon écran. Ouais, très bien. Merci, ma collègue me confirme que c'est bon. Donc comme je le disais, donc en chirurgie digestive, on peut avoir, merci pour les retours, on peut avoir en chirurgie digestive effectivement un suivi qui est un peu plus compliqué, notamment à travers la prise en charge qui peut être aussi ambulatoire avec des antibiothérapie en ville. Là, on a justement, on peut le voir, les appendicectomies et les cholécystectomies qui particulièrement peuvent être aussi prises en charge en ville avec le virage ambulatoire qui est pris depuis quelques années. On peut évidemment s'attendre à une potentielle sous-estimation du taux d'ISO réel. Et donc pour les courbes du dessous, donc les cholécystectomies et les hernies, effectivement, on avait commencé en 2023, c'est une nouvelle procédure qui a été incluse en 2023. C'est pour ça qu'on n'a pas les taux d'ISO et les participations les années précédentes. Voilà. En ce qui concerne la surveillance patient, on a eu, donc on nous a rapporté 31 000 interventions avec les facteurs de risque rapportés, ce qui correspond donc 47 établissements
qui nous ont rapporté ces informations-là. Et 39 établissements nous ont rapporté les comorbidités pour 26 800 interventions à peu près. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, bon, comme attendu, la plupart des facteurs de risque ressortent significativement, avec des taux d'ISO qui sont parfois très importants, comme avec une classe de contamination avec meilleur supérieure ou égale à 3, un taux d'ISO qui est de 6%. À titre d'autres exemples, voilà, on a parmi les comorbidités, on a la malnutrition qui est très fortement associée, très significative, avec un taux d'ISO de 5,17. Euh, Cela dit, à nuancer avec le nombre d'interventions, hein, on peut le voir ici, hein, on a 851 interventions pour lesquelles le patient nous a rapporté un patient malnutri. Voilà, ces chiffres sont à nuancer évidemment avec le nombre d'interventions qui apparaît sur la colonne de gauche, sur la colonne centrale. En ce qui concerne les livrables, donc vous pouvez consulter l'ensemble des informations nationales qui sont disponibles dans le tableau de bord comme chaque année. Le tableau de bord est disponible sur le site du CPS actuellement. N'hésitez pas à aller le consulter. Et le rapport national qui fournira plus d'informations que les tableaux de bord, avec notamment voilà, les chiffres de tendance un peu plus étayés, comme je vous les ai montrés ici. Il est en cours de finalisation actuellement et avec le processus de validation qui va suivre par la suite, il devrait arriver, il devrait être disponible en courant janvier. Et en ce qui concerne donc, les perspectives 2026 sur le programme SpeakMe, là, vous m'entendez mal apparemment. Pour l'année 2026, donc, comme chaque année, on va publier le protocole probablement deuxième trimestre. On entend très bien madame. Je vais lui laisser la main dans quelques secondes, tant mieux. Euh, Donc, protocole 2026 qui est prévu pour le deuxième trimestre de 2026, comme habituellement. Fin premier trimestre, début deuxième trimestre. L'ouverture de la nouvelle plateforme, donc la nouvelle plateforme est toujours en cours de développement. Voilà, elle intégrera les éléments de prévention, les outils de prévention également. Ma collègue vous donnera quelques détails par la suite. Et sur le volet surveillance, qu'on prévoit, c'est le troisième trimestre 2026, de vous mettre à disposition une requête standard, donc, dans la continuité de la fiche dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'objectif, ce sera de mettre à disposition pour l'extraction des données de 2025, qui aura lieu en 2026, une requête standard qui permettra au DIM voilà, de, de fournir un fichier de manière complètement automatisée, puisque, voilà, comme vous le savez, les DIM ont la charge aujourd'hui de réaliser la requête, de constituer la requête qui est utilisée sur le PMSI. Et nous, ce qu'on souhaite mettre à disposition, justement, c'est une requête en standard qui mettra au bon format le fichier qui vous sera remis, avec l'ensemble des données, évidemment, d'intérêt. Et pour la fin d'année 2026, on prévoit de mettre à disposition les résultats d'une étude SNDS, donc sur le Système national des données de santé, qui concerne les ISO en ambulatoire. On vous donnera plus de détails ultérieurement, mais en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est à partir de la base de données nationale du Système national des données de santé, avec les données du PMSI national et les données de remboursement de ville, essayer de quantifier les ISO qui sont difficilement perceptibles avec les données uniquement hospitalières, notamment dont je parlais tout à l'heure, les chirurgies qui sont prises en charge en ville, pardon, les ISO qui sont prises en charge en ville après une chirurgie ambulatoire. Voilà, donc ce sont ces patients pour lesquels vous n'avez plus de nouvelles après qu'ils aient quitté l'hôpital. Et pareil, dernier trimestre 2026, on prévoit de lancer une étude pilote, enfin un pilote plutôt, dans une étude, un pilote sur la surveillance des infections en médecine interventionnelle. Donc avec donc le lancement du suivi des ISO classiquement en fin 2025, on aimerait, de fin 2026, pardon, on aimerait proposer à quelques établissements qui seraient motivés pour essayer justement de suivre les infections qui ont lieu suite à un acte de médecine interventionnelle.
Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le notifier. Euh, Là, voilà, pendant l'année 2026, on essaie de constituer un protocole pilote qui sera lancé fin d'année. Et enfin, donc une journée nationale, on vous en reparlera évidemment, qui sera commune pour les deux volets évidemment, dont la date n'est pas encore définie, mais évidemment on vous communiquera les informations relatives à la journée nationale dès que ce sera décidé. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, Ouais, j'ai vu une question. Attends, partage. J'ai vu une question dans le chat. Ah, définition de médecine interventionnelle. Bah, c'est une très bonne remarque. Une très bonne remarque. On y travaille justement. Il y a, comme vous le savez, un audit qui a été lancé par ma collègue Delphine. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots, ou peut-être que tu as même oui, prévu d'en parler après. non, non, mais on peut rappeler ça. Il y a des textes hein, qui définissent ces actes. Donc, c'est des actes qui forcément, alors, ne sont pas des actes chirurgicaux à la base, et réalisé sous écoguidage et avec, enfin écoguidage, oui, pardon, réalisé sous imagerie, pardon, sachant que sous imagerie, il y a plusieurs techniques possibles et avec un contrôle donc d'imagerie. Ça recouvre en fait la radiologie interventionnelle qui elle-même a plusieurs branches, hein, puisqu'on en retrouve de la radiologie interventionnelle en vasculaire, en digestif, en uro, en gynéco et autres sous-spécialités. Ça regroupe aussi la cardiologie interventionnelle et la neuroradiologie interventionnelle. Si vous voulez plus de détails, je pourrais vous donner, j'avais fait tout un topo sur la médecine interventionnelle sous forme de webinaire, je pense que c'était en 2023. Je pourrais, si vous nous posez la question sur speakme.contact, je pourrais vous redonner tous les textes de référence, les définitions. Là, je ne vais pas vous les donner par cœur, mais il y a des définitions qui existent en tout cas. Et c'est, même si c'est un champ qui se chevauche un peu avec la chirurgie, il y a des, par exemple, dans les blocs, on peut réaliser des actes de médecine interventionnelle dans des salles dites hybrides. Mais il y a quand même des codes CCAM différents. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile de bien comprendre comment fonctionne ce secteur, mais il y a des textes hein, qu'on peut vous fournir. Et je vous dis, j'avais fait un diaporama assez pédagogique sur la question. Donc, n'hésitez pas à me le redemander sur Speak Me Contact, je vous donnerai les références du webinaire en question. En tout cas, en ce qui concerne le pilote dont je vous ai parlé, prévu fin 2026, évidemment, le travail en amont euh, qui, qui nous incombe, c'est de définir le plus clairement possible ce qui doit être surveillé. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Euh, Delphine, voilà, comme elle le disait, même s'il existe des définitions, elles ne concernent pas tous les champs de la médecine interventionnelle. Il y a des spécialités dans lesquelles effectivement les définitions sont, les actes sont plutôt facilement ciblables, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Et donc ouais, c'est un gros travail qui va avoir lieu voilà, limité en 2026 pour pouvoir proposer des définitions claires de ce qu'on veut surveiller. Mhm. De toute façon, Nabil, on va travailler aussi avec la Société française de radiologie et la Fédération de Ouais. radiologie interventionnelle, avec qui on a déjà réaliser la cartographie et l'enquête sur l'organisation de la prévention du risque infectieux dans ces secteurs. Donc, Mm. voilà. Alors, donc en fait, le critère, c'est est-ce qu'il y a, là, il y a une question sur l'injection intra-utérine. La question, la limite, c'est les actes qui sont réalisés avec imagerie. Donc, c'est un peu ça le critère. Après, on peut rechercher des informations précises. Si vous voulez nous envoyer vos questions sur speakme.contact, on vous répondra. Parce que pour la cartographie, on a dû lister tous les actes concernés, enfin les principaux actes concernés avec la Société française de radiologie interventionnelle. Mais il ne me semble pas qu'il y avait de l'ophtalmologie hein, dans ces listes, mais je pourrais vérifier dans un second temps.
Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, hein, je ne vois pas dans le chat. On dirait. Bon, je vous laisse la main. Donc, ça va être le tour de Juliette, si elle veut partager son diaporama. N'oubliez pas que vous pouvez remplir le petit sondage qu'on vous propose, hein, pour tracer un petit peu le profil des participants de chaque webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous pouvez. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Un peu long. Voilà. Ah, ça y est, j'ai basculé. Donc, du coup, je vais vous présenter l'enquête que j'ai réalisée au printemps dernier, qu'on a surnommée l'enquête Speak Me Green, comment concilier la transition écologique au bloc et la maîtrise du risque infectieux. Donc, je vous ai mis quelques diapositives de contexte. Le secteur de la santé réchauffe le climat. En fait, les modifications du climat et l'augmentation des gaz à effet de serre ont un impact sur la santé. Et tout ce qui est l'offre de soins nécessitera forcément une adaptation dans les années à venir. Pour rappel, le rapport du Shift Project indique que 8% de l'empreinte carbone nationale correspond à peu près à 49 millions de tonnes de, de gaz à effet de serre est produit par le secteur de la santé, donc c'est pas négligeable. Et que ce soit, le secteur de la santé, ça regroupe les hôpitaux, la médecine de ville, les ESMS, donc vraiment, ça a quand même un gros impact. Au niveau du bloc opératoire, on s'y est intéressé parce que dans un hôpital, le bloc opératoire, c'est une zone qui est très consommatrice et émettrice de déchets, elle consomme de l'énergie, il y a la consommation de dispositifs médicaux stériles, de gaz halogénés, donc c'est vraiment pas négligeable. Je vous ai mis aussi un petit graphique qui représente finalement les différents scopes, on appelle ça, qui participent aux gaz à effet de serre, et pour vous montrer que ce qui est le plus important actuellement sur le système de santé, ça va être tout ce qui est autour du médicament et tout ce qui est autour des dispositifs médicaux. Euh, et hop, pardon. Et je vous montre là, je vous l'entoure, mais le déchet, par exemple, représente que 5%, donc c'est pas grand-chose, mais en général, c'est quand même une porte d'entrée des services vers la transition écologique. Donc c'est quand même intéressant de continuer à travailler dessus. Au niveau du cadre réglementaire, la transition écologique en 2025, elle s'inscrit dans plusieurs politiques publiques. Et dans cette direction, le gouvernement a édité en mai 2023 une feuille de route nationale qui s'appelle la planification écologique du système de santé. Donc, l'objectif de ce guide, c'est de contribuer à la réduction de 5% des gaz à effet de serre d'ici 2050. Dans ce guide, il y a à peu près 8 axes prioritaires que je vous ai affichés ici, avec une soixantaine d'actions. Et il y a certaines actions qui sont au cœur finalement des soins et des éco-soins ou des choses sur lesquelles on peut travailler au niveau des blocs opératoires. Encore pour vous citer un petit peu de contexte, une de nos collègues sur le CEPIAS Occitanie a réalisé une enquête, elle, sur les professionnels de la prévention du risque infectieux et la transition écologique en santé. Donc peut-être que vous y avez participé, c'était fait en 2023. Donc le but, c'était de vous questionner par rapport à ce thème d'actualité. Donc vous étiez quand même 70% à considérer que le système de santé a un impact fort sur l'environnement, que l'hygiéniste a quand même une position en majorité forte ou modérée, en tout cas dans les changements de pratique, que pour vous, c'est une priorité, que vous êtes motivé pour travailler dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour vous, dans 82% des cas, il n'y avait pas ça ne s'accompagnait pas par une majoration du risque infectieux de travailler sur de la transition écologique, en tout cas de travailler sur des pratiques de soins plus éco-responsables.
Mais par contre, les freins, c'est qu'on manque de temps et surtout, on n'est pas toujours associé aux décisions stratégiques. Donc, je suis repartie de cette enquête finalement pour continuer sur cette thématique. Donc, l'enquête Speak Me Green, elle est disponible sur la page, enfin, sur le site du CEPIAS au niveau de l'onglet Speak Me, sur les enquêtes terminées. Du coup, vous allez pouvoir retrouver cette infographie. Donc là, je vais vous la détailler et faire des petites focus sur la fin. Donc, la méthodologie et l'objectif, c'est une enquête nationale descriptive et qualitative. Elle était à destination des équipes d'hygiène et des référents de transition écologique au niveau des blocs opératoires. Elle s'est déroulée donc de avril à juin 2025. Le but, c'était de faire un état des lieux de la transition écologique au bloc opératoire en France, d'identifier l'implication des équipes d'hygiène dans les actions de transition écologique, de valoriser les actions pertinentes et déterminer les leviers et les freins à sa mise en place. Donc, c'était un questionnaire qui était en 2 volets, une partie qui était remplie par les équipes d'hygiène, qui était vraiment sur l'organisation de la transition écologique au niveau de l'établissement, et une deuxième partie qui était sous forme d'entretien, d'interview du responsable transition écologique au bloc pour savoir qu'est-ce qui a été mis en place et comment les équipes d'hygiène ont été impliquées dans ces thématiques. Alors, au niveau des résultats, on a eu 128 participants au niveau national. Donc, c'est quand même, vous avez une carte de France pas mal répartie sur toutes les régions. Sur ces 128 établissements, 75% disposent d'une commission de transition écologique avec une représentation des épris dans 84% des cas. Donc, voilà, je vous ai mis aussi la répartition publique-privée qui est à peu près équivalente. Au niveau de l'organisation dans les blocs, il y a une Green Team qui existe dans 62% des cas, mais à ce niveau-là, les épris sont représentés que dans 44% des cas. En fait, les équipes d'hygiène, elles sont plutôt représentées au niveau de l'établissement ou institution, et au niveau local du service, elles sont moins représentées. Les notions de transition écologique, elles sont intégrées à 71% des cas dans les protocoles d'hygiène, donc ça, c'est plutôt une chose intéressante. Au niveau des référents transition écologique, parmi les 134 professionnels interrogés, 54% étaient référents transition écologique. Seuls disposent de temps dédié pour mettre en place des actions. Donc, le temps dédié, ça va de moins de 2 heures à une journée par semaine. Donc, on voit qu'en majorité, c'est quand même moins de 2 heures. Et on va dire en grande majorité, c'est même pas de temps dédié. Et 25% ont reçu une formation spécifique. Donc, les formations, c'est très hétérogène. Ça va du DU développement durable à la formation initiale, à la fresque du climat, des formations en interne. Donc, il n'y a pas de formation qui permet de devenir référent transition écologique. Au niveau du blog, nous avons recensé 479 actions, principalement liées à la gestion des déchets. Vous pouvez le voir là sur le graphique. Donc, c'est ce qui est ressorti en plus gros sur les actions menées en place. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu. C'est quelque chose qui n'a pas un grand impact au niveau du gaz à effet de serre, mais c'est une action qui est vraiment plutôt répandue dans beaucoup d'établissements. Ce qui vient ensuite après, c'est les tenues, le bionettoyage, les dispositifs médicaux, puis l'énergie et l'eau. Et là, on vous a fait figurer avec les petits pouces les actions sur lesquelles les équipes d'hygiène étaient impliquées. Il y avait une forte implication. Donc, ce qui ressort, c'est les déchets, le bionettoyage et l'usage raisonné de l'eau. On vous a fait ensuite répertorier les actions les plus citées par thématique, donc par ordre d'apparition. En premier, c'est ce qui ressort le plus, et en quatrième, ce qui ressort le moins. Donc, sur chaque action, que ce soit les déchets, dispositifs médicaux, l'eau, l'énergie, les tenues, le bionettoyage, ce qui est ressorti en premier, on va dire. Les freins et les leviers à la mise en place des actions. Les freins, c'est tout ce qui était organisation, communication interne. L'aménagement des locaux inadaptés, c'est sûr que sur des bâtiments anciens, on ne peut pas forcément abattre de murs ou quoi que ce soit pour mettre par exemple tout un local de tri par rapport aux déchets. Ce sont des actions qui sont chronophages et on l'a vu, on manque de temps dédié. Et il y a des ressources financières qui sont limitées. Les leviers, c'était tout ce qui était motivation et investissement des équipes.
Les implications du personnel médical. Personnel médical, on voit surtout les équipes d'anesthésie. C'est vrai que la SFAR, leur société savante, elle travaille sur cette thématique de transition écologique depuis des années. Et du coup, c'est vrai que souvent, au niveau des blocs opératoires, la transition écologique est arrivée par les équipes d'anesthésie. Ils sont souvent assez moteurs dans les green teams. Comme autre levier, on a tout ce qui est communication, sensibilisation ciblée, et on a aussi le côté financier avec des soutiens externes ou des projets pilotes innovants. Alors, les limites et les biais de cette enquête, on a eu 128 établissements qui ont participé, donc ça peut être un échantillon pas forcément représentatif malgré une couverture nationale, parce qu'il y a toutes les régions et tous les statuts. Le biais de sélection, c'est qu'en fait, l'enquête était basée sur le volontariat. En fait, les personnes qui répondaient, elles étaient déjà sensibilisées à la transition écologique ou en tout cas, elles voulaient y participer. Donc, ça peut être un biais de sélection. La fiabilité des réponses, en fait, on a eu sur certaines réponses, on demandait un entretien, un interview du responsable transition écologique, on va dire, au bloc opératoire. Et parfois, on a eu plusieurs entretiens, en fait, donc peut-être des membres des Green Team. Donc parfois, ça peut avoir eu des réponses approximatives ou quelques erreurs. Et on a une sous-représentation de l'anesthésie. En fait, dans notre questionnaire, on avait vraiment différencié chaque catégorie professionnelle. Donc il y avait IAD, anesthésiste. Et quand on les prend de façon individuelle, ben, du coup, ils ne ressortent pas forcément en grande implication. Alors que si on additionne vraiment l'équipe d'anesthésie, on voit que qui sont vraiment en majorité et comme on connaît finalement leur implication, les résultats sont cohérents. Alors après, le but de cette enquête, c'était de pouvoir approfondir quelques actions intéressantes et qui pourraient être dupliquées par d'autres établissements qui n'ont pas encore pu travailler dessus. Mais en tout cas, avoir un petit peu les pistes pour pouvoir travailler dessus. Donc, on avait sélectionné tout ce qui était le linge réutilisable, donc les blouses des patients, par exemple, et les calots réutilisables. On a un texte de la SFAR et de la SF2H de 2021 qui va dans ce sens, en tout cas pour les tenues professionnelles. Donc, c'était de pouvoir voir voilà, avec les établissements qui sont passés à des tenues réutilisables, comment ils ont mis en place la filière et comment ça fonctionne, et quels ont été leur, euh, les freins qu'ils ont pu avoir à la mise en place de cette procédure. Après, tout ce qui est le bio-nettoyage sans chimie, avec tout ce qui est nettoyeur vapeur et microfibres et eau, savoir comment voilà, les gens ont pu s'emparer en tout cas de ces dispositifs-là. Un sujet qui tourne autour de l'eau bactériologiquement maîtrisée pour les endoscopes, pareil avec un avis de la SFED et la SF2H, sur lequel on peut utiliser le BM pour les coloscopies assistées à l'eau. Donc voilà, de savoir comment ce dispositif est mis en place, parce que ça nécessite quand même l'achat d'un espèce de flacon particulier qu'il faut pouvoir nettoyer et prendre en charge après chaque journée. Donc comment c'est fait dans certains établissements. Des actions au niveau de l'hygiène des mains, de la promotion de la friction hydroalcoolique pour la désinfection chirurgicale et sur certains établissements, la suppression des eaux chirurgicales. Donc voilà, de savoir comment ça se passe dans ces établissements-là justement pour être sur une action sur la promotion de la désinfection chirurgicale des mains. Et on a certains établissements qui nous ont parlé vraiment d'un allègement des casaques en lien avec les temps opératoires, de vraiment pouvoir avoir plusieurs types de casaques et pouvoir utiliser vraiment celles qui sont adaptées sur des chirurgies peut-être plus courtes ou non sanglantes et ne pas forcément utiliser qu'un type de casaque. En conclusion, cette enquête met en évidence un dynamisme national en faveur des soins éco-responsables au bloc opératoire. Les équipes d'hygiène sont des acteurs clés de la prévention du risque infectieux et elles doivent être davantage intégrées dans les démarches de transition écologique pour garantir la sécurité des patients tout en réduisant l'empreinte environnementale. Le but, c'est vraiment que les hygiénistes puissent s'emparer en fait de cette thématique, ils puissent aller au bloc et travailler avec les équipes et ne pas se retrouver devant le fait accompli quand il y a, par exemple, une procédure à signer
pour un changement de soin, d'être sur un soin plus éco-responsable. Il faut que vous puissiez, dès le début, être inclus et en tout cas avoir votre mot à dire là-dessus. Le but, c'est de pouvoir avoir une reconnaissance institutionnelle avec du temps dédié et de la formation, hein, si possible. C'est sûr que la formation, ça constitue un levier essentiel pour soutenir toutes ces actions, donc c'est important de pouvoir les formaliser. Et le soutien financier, ça c'est enfin, voilà, c'est sûr aussi par rapport à tout ce qui est référent transition écologique. Et la bonne nouvelle, c'est que actuellement, pour la certification qui va arriver sur les établissements de santé, la transition écologique, il y a 3 critères qui sont dessus. Alors, c'est pas des critères impératifs, mais ça pourra peut-être devenir hein, dans plusieurs années. Mais en tout cas, il y a 3 critères dessus et avec vraiment toute une partie sur les éco-soins. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent être valorisées dans ce qui est fait dans les établissements. Et le but, c'est de pouvoir valoriser le travail au niveau de la mission SPICMI et dans le groupe Intercepias Transition écologique. Voilà, j'ai terminé moi ma présentation. Donc, si jamais vous avez des questions, je vais enlever le partage. Voilà, je vais regarder s'il y a des questions. Oui, il y en a une, Juliette. Beaucoup d'entrain à passer à des calots réutilisables sans avoir de filière ad hoc pour l'entretien contre-productif. Ben, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que ce sujet-là, il est assez intéressant parce que ben, on sait que les calots réutilisables, ils sont dans beaucoup de blocs actuellement. Et effectivement, les filières ne sont pas développées. Donc là, dans l'enquête, on a quand même quelques établissements qui l'ont mis en place. Donc voilà, le but, c'est de savoir un peu comment ça s'est passé parce que les lingeries existent, voilà, il y a du linge ou quoi que ce soit, donc il y a vraiment quelque chose à mettre en place et après, il faut que les équipes puissent adhérer aussi, il faut que, je sais quand parfois il y a eu des essais dans certains établissements, il y a du matériel qui a pu être volé, en tout cas pendant les essais, donc c'est pas un sujet facile à aborder et qui est parfois contre-productif, effectivement. On met les calots réutilisables et par-dessus, on met un calot à usage unique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Oui. Plusieurs établissements dans, je ne sais pas Bah, ce que c'est, les Pays de la la Loire, Loire. pardon, sont revenus en arrière du fait d'une augmentation des ISO suite à la mise en place des calories utilisables sans filière ad hoc. Ouais. Ça, je veux bien vous croire. Mais demande plus des équipes. Ouais. C'est vrai que les équipes sont très en demande et en plus là, même si on peut fournir des calories réutilisables, c'est sûr que c'est pas avec le tissu, avec des petites fleurs, des têtes de mort ou des trucs comme ça. C'est avec des tissus en général de la même couleur que la tenue. Ils sont uniformisés finalement. Donc, ça répond finalement à un besoin, on va dire, de transition écologique, mais ça répond peut-être pas au besoin de se différencier par rapport aux professionnels au niveau du bloc opératoire. Donc, en tout cas, dans les années à venir, il y aura peut-être des choses qui vont évoluer là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, autrement, je vais passer la main à ma collègue. Bah, Ça a l'air bon. De toute je te laisse la façon, main. ouais. Oui, S'il y a tout est d'autres disponible questions, sur le site et puis vous pouvez nous envoyer des mails si vous avez besoin. ouais. S'il y a Merci des beaucoup. questions d'ici la fin de la session, on pourra reprendre. De toute façon, on est tous là jusqu'à la fin. Ah, Merci. ok. Alors, il nous reste à vous parler pour ceux qui sont concernés, enfin tout le monde est concerné par la plateforme, mais certains plus particulièrement pour l'antibioprophylaxie. Je vais donc repartager l'écran. Oui, donc on aurait aimé vous annoncer une très bonne nouvelle avec l'ouverture de la plateforme, la nouvelle plateforme SpeakMe. Mais je suis en charge de vous dire que c'est pas tout à fait avancé au niveau qu'on souhaitait. Alors il y a des explications à ça, dans le sens où on a dû préparer deux outils en fait, enfin un outil donc pour l'antibioprophylaxie, ce qui est alors en ligne, hein, c'était l'idée, c'était de faire d'introduire la prévention sur la plateforme SpeakMe qui jusqu'à présent
ne contenait que la surveillance. Bon, il se trouve que préparer des outils en ligne est un peu plus complexe que les outils Excel qu'on a l'habitude de vous proposer. Et ça s'est intégré aussi dans un projet de nouvelle plateforme qui était rendu nécessaire pour la surveillance. Et donc, les deux projets en parallèle constituent quand même un challenge. On a une nouvelle développeuse informatique qui a été aidée par Isabelle Arnaud et qui travaille encore d'arrache-pied tous les jours pour faire avancer ce projet. Mais bon, on n'est pas, on sera vraisemblablement pas ouvert avant début janvier et on en est désolé. Parce qu'on sait que certains attendent, notamment pour l'outil informatique antibio-prophylaxie. Le fait que cette plateforme ait besoin de temps d'attention, c'est aussi parce que on veut faire basculer tout ce qu'il y avait sur l'ancienne plateforme dans la nouvelle plateforme. Et ça suppose de créer des tables qui accueillent toutes les informations dont vous avez besoin. Et ce qu'on voulait éviter absolument, c'est que vous soyez obligé de vous réinscrire ou de réenregistrer vos services. On voulait aussi que vous ayez accès à tout l'historique de vos rapports et fichiers antérieurs sur la nouvelle plateforme. Donc, c'est un peu plus complexe que prévu. Et voilà. Donc, ça, c'est le constat. Donc, on s'en excuse, bien sûr, et on est embêté. Enfin, on fait tout pour que ça avance au plus vite. Ce qu'on peut vous proposer dans ce contexte-là, puisqu'on vous avait donné une date limite pour la saisie des données, qui va être donc, au vu de notre état d'avancement, difficile à maintenir, et c'est normal. Donc, on va vous donner, bien sûr, ne soyez pas en stress, un délai supplémentaire qui va dépendre de la date d'ouverture de la plateforme, qui contiendra donc l'outil antibioprophylaxie. Ça s'ouvrira en même temps, les deux. Donc, on sait qu'il y a des établissements qui ont fait leur recueil sur papier et qui attendent la saisie. Il y en a d'autres qui s'étaient programmés pour saisir directement sur l'application en ligne qui n'ont pas pu le faire jusqu'à présent. Donc, si c'est possible pour eux de se mettre dans un temps décalé pour tout ça, donc on espère ouvrir en janvier 2026. Pour des établissements qui seraient en difficulté, on a réfléchi à des plans B. Donc, merci de nous contacter. On a déjà eu quelques établissements avec qui on a pu échanger. Le mieux, c'est d'échanger par téléphone et puis de voir ce qu'on peut trouver comme solution dans des cas compliqués. Voilà. Et ceux qui peuvent attendre, bah, merci pour votre patience. On est désolé. Et donc, on vous précisera dès qu'on pourra la date d'ouverture et la possibilité de saisie. Voilà. Alors, il ne faut pas que ça vous empêche de passer des bonnes vacances. Je sais que Nabil vous a souhaité voilà, le meilleur pour cette période de fête et pour la rentrée. Bon, si vous avez des questions, évidemment, on est là pour y répondre. N'hésitez pas à nous contacter sur speakme.contact. On est là encore toute la semaine pour échanger sur ces sujets. CH de Macron, pour les résultats SPICMI 2024, avez-vous prévu de calculer un ratio standardisé des infections? Oui, alors, pas pour l'instant. C'est vrai que c'est quelque chose qui était fait auparavant. Pour l'instant, qui ne l'est plus. Mais il faut qu'on rediscute de la question justement avec notre comité scientifique. Ça fait partie des éléments effectivement qu'on nous a déjà rapportés. On n'est pas les seuls à nous avoir fait cette demande. Donc, c'est prévu, mais en tout cas pas dans le rapport qui sera publié d'ici la fin du mois. Mais c'est Et, prévu de et ce qui réintégrer en nous, tout cas. et ce qui nous pose problème, comme on le dit toujours, le ratio, il faudrait pouvoir avoir des effectifs assez conséquents au niveau de la patient base. Et on est encore vraiment très limite. On en a globalement, ça va, mais dès qu'on commence à rentrer dans les spécialités, voire les interventions par intervention, on n'a pas un nombre effectif. Donc peut-être qu'on pourrait seulement se focaliser Mmh. là où on a des interventions où les effectifs le permettraient. C'est à discuter, mais notre Mmh. problème vraiment en ce moment, c'est vraiment les effectifs au niveau de la patient base. Et c'est pour ça qu'on essaye de motiver
les établissements à faire plus de la passion de base pour qu'on puisse affiner toutes les analyses qu'on pourrait faire en fait. Hmm. C'est vrai que c'est une question qui doit se faire au cas par cas, comme disait Béatrice. On a des spécialités qui déjà dans l'ensemble ont assez peu d'effectifs. Mais effectivement, quand on rentre dans le patient base, qui est la base du calcul du ratio standardisé, on a vraiment des cas, je vous l'ai montré tout à l'heure, par exemple, effectivement, pour la catégorie de, de pontage, par exemple, avec un autre greffon qu'un greffon local, on a vraiment trop peu d'effectifs pour pouvoir faire le calcul. Et encore, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était dans le global. C'est même pas sur le patient base. Sur patient base, vraiment, c'est pour ça qu'en fait, c'est une question qui doit se poser au cas par cas pour chaque spécialité. Ok. Il y a une question maintenant pour l'audit antibioprophylaxie. Donc, je vais pouvoir répondre. On va le faire dans la suite. Ah oui, alors, il y a des infos qui ne sont pas forcément tracées très clairement dans les dossiers de patients pour justement les caractéristiques des patients comme l'insuffisance rénale, le portage de BMR. Donc, ça ne sera pas bloquant dans la saisie. Ce sont des données qui sont plutôt recueillies à titre d'interprétation des résultats. Voilà pour ça. Donc, non, si vous ne les avez pas dans les dossiers, hein, je crois qu'il y a une case spéciale pour le mettre, hein. Pour l'insuffisance rénale, vous pouvez mettre pas d'informations. Vous pouvez cocher ça. Et pour les BMR, il y a aussi une case pour pas d'informations. Donc, vous pouvez toujours remplir ça. Pour l'IMC, oui, c'est un travail automatique, un calcul automatique à partir de la taille et du poids. Si jamais vous ne disposez pas de la taille, hein, parce qu'en général, le poids, il est quand même systématiquement recueilli, vous pouvez éventuellement rechercher si l'IMC a été calculé et à ce moment-là, remplir l'IMC. Voilà pour ça. Après, c'est une requête PMSI, des conseils sont demandés. Euh, Choisir les spécialités que l'on fait le plus ou un nombre équivalent par spécialité. Ah, est-ce que c'est pour antibioprophylaxie, ça? Oui, c'est pour Non, c'est pour, antibioprophylaxie. Ah non, oui, c'est oui, pour je la croyais que c'était pour vous, je voyais PMSI. Non, 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 c'est précisé plus bas, la question de la j'ai requête cherché à PMSI, c'est éviter la pour l'audit. question, mais non, non, c'est pour moi. Euh, donc, ah oui, on vous a proposé de prendre un nombre 5 à 10 par spécialité à titre indicatif. Après, si vos besoins locaux sont d'évaluer certaines spécialités en particulier, euh, parce que les 5 à 10, c'est dans le cadre où vous faites un état des lieux sur une majorité des spécialités. Si votre audit est plus intéressant localement en choisissant des spécialités particulières, à ce moment-là, vous adaptez le nombre. Mais alors, je vous dis aussi au passage, on a fait un document d'aide au choix de la méthode de sélection des dossiers, hein, il figure sur notre site. Je vais pouvoir le mettre dans le chat, mais ça vous donnera des éléments pour trouver des solutions localement pour cette partie de l'audit. Après, c'est Unit-Based, donc je vais chercher le lien pour notre collègue et je vous laisse reprendre la surveillance. Le report ne concerne pas les tableaux Excel Unit Base PICNI 2025 ou faut-il attendre le nouveau site pour saisir en ligne directement? A priori, ça se fera sur le nouveau site. Ouais. Béatrice, tu confirmes, hein, a priori, ce sera ça. Oui, Ouais, ce sera sur le nouveau site, mais vous pouvez déjà constituer votre fichier, hein. ouais, ça, il n'y a pas de problème, hein. Donc, la constitution du fichier se fait en ce moment, donc vous pouvez déjà le constituer, vérifier tout avec le thésaurus, vous aider du thésaurus, vérifier que toutes les variables respectent les Ah, codifications et tout ça, quoi. Et puis, pour que l'importation se passe d'un coup, en fait. Mais vous pouvez déjà préparer le fichier, mais ça va être, oui, sur la nouvelle plateforme, l'importation. a priori, ça correspondra aux périodes habituelles, hein. Évidemment, on vous Oui, tiendra au courant s'il y aura un décalage en pratique, mais a priori, on reste sur le calendrier habituel, grosso modo. pour l'importation des données. Ouais. Alors, je viens de mettre le lien vers les documents d'aide à la sélection des dossiers pour ceux qui ont besoin de ces informations.
Alors, certains actes opératoires en antiprophylie ne sont pas retrouvés dans le document dit, tels que les torsoplasties en chirurgie d'affirmation du genre. Oui, alors c'est possible, il faudra que j'aille vérifier. Ah oui, on a eu cette question effectivement sur Speak Me Contact, on ne savait pas dans quel cadre c'était, mais oui, alors c'est possible. Nous, on s'est basé uniquement sur les actes sélectionnés par la SFAR. Donc, si ça sort de ce référentiel SFAR, on ne pourra pas, nous, l'analyser au niveau national. Donc, vous pouvez toujours remplir une fiche pour ce document, mais vous n'aurez pas l'analyse correspondante. Il se peut hein, qu'il y ait des actes qui manquent. D'ailleurs, c'est très bien que vous nous les signaliez parce que on peut toujours les faire remonter à la SFAR pour la prochaine version. Bon, en chirurgie d'affirmation du genre, ils ont quand même ouvert cette nouvelle spécialité là en 2024 avec un certain nombre d'actes. Donc c'était déjà bien qu'ils s'ouvrent à ça parce que ça manquait dans la version précédente. Mais il y a peut-être effectivement des choses à rajouter, à moins que, enfin je vais regarder hein, si torsoplastie, ça correspond à un acte déjà présent, mais je leur demanderai éventuellement pour vous répondre. Ensuite, pour l'antibioprophylaxie, aurons-nous juste après la saisie sur le site le rapport automatisé pour notre établissement comme pour les ISO? Alors, c'est prévu. Par contre, vous aurez potentiellement un petit décalage dans le temps, c'est-à-dire d'abord la saisie et dès que le rapport sera disponible, on vous préviendra. Parce que, voilà, on est dans une conception un peu plus complexe que d'habitude et donc il y aura, voilà, comme vous l'avez compris, il y a un décalage un peu dans le temps, ça va se faire en plusieurs temps. Merci pour votre compréhension. La liste des actes. Alors, les codes CCAM. Alors justement, le document que je vous ai indiqué là juste en dessous va vous aider pour cette question sur les codes CCAM. En fait, les codes CCAM ne figurent pas dans le référentiel SFAR. Et donc, pour la bonne raison que, il aurait fallu que ça soit pris en compte dès la rédaction des recours. C'est-à-dire que les actes soient choisis potentiellement dans les listes CCM, mais ça n'a pas été le cas. Et retrouver les codes a posteriori est très compliqué. On a essayé de le faire, nous, mais c'est pas possible. Et la SFAR a laissé aussi ce projet. Donc, vous verrez, dans ce document, on explique comment faire localement. Et on peut passer soit par les codes CCAM, soit se passer des codes CCAM, hein. On a testé les deux méthodes dans des établissements. Donc, je vous invite à lire le document parce que ça va être un peu long à expliquer ici, mais en tout cas, on ne peut pas les fournir, ça c'est sûr. On espère que dans la prochaine version de l'ASFAR, des RFE de l'ASFAR, il y aura les codes CCAM, et ça, je vais insister auprès de l'ASFAR pour que ça soit, si possible, le cas. Bon, après, c'est compliqué parce que quand même, il y a un détail qui est d'importance, c'est que, vous savez, la SFAR se base sur des publications internationales et les intitulés des actes sont potentiellement différents peut-être des intitulés français et de la CCAM, et donc les codes ne sont pas toujours faciles. En plus, il y a plusieurs codes pour un même acte. Dans le référentiel, il y a des groupes d'actes, donc là, ça représente des dizaines de codes CCAM. Enfin, c'est un sujet compliqué, cette histoire. Je comprends que vous les demandiez, parce que pour le choix par le DIM, les tirages au sort et tout ça, ça peut être une piste. Et vous verrez, il y a d'autres façons de faire. Donc, si c'est un problème, ces codes, n'hésitez surtout pas à regarder ce petit document d'une page qui a été fait pour vous aider. Ouais. Alors. Dans la liste des actes pour les cholécystectomies, nous avons trouvé que celle faite par la paro, pas celle faite en cellule. Ça, je ne vais pas vous répondre directement. Je vais regarder et voilà, je vais essayer je vais vous répondre dans un deuxième temps. Reposez-moi la question sur speakme.contact, s'il vous plaît, comme ça je vais regarder après la réunion. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout des questions. Est-ce que vous en auriez d'autres avant, une petite dernière avant 2026? C'est bon, on a pu répondre à une majorité de vos préoccupations. Ah, voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, merci pour vos vœux également. Et puis, on se retrouve en début d'année prochaine avec donc... Oui, pardon, c'est bon. On vous retrouve avec, en principe, la nouvelle plateforme, le moyen de pouvoir saisir vos données et que ce soit pour la surveillance ou pour la prévention.
On vous tient au courant, on vous enverra des mails de toute façon pour vous, pareil, pour vous prévenir de ce qui se passe. Et merci en tout cas pour votre participation, que ce soit à l'enquête de Juliette, à la surveillance ou aux audits. Tout ça va permettre d'avoir des tendances nationales aussi à vous communiquer bientôt. Merci et bonne fête à tous. Merci, bonne fête. Au revoir, bonne fête. Alors, le sondage. Nabil, je dois fermer le sondage avant que tu fermes l'enregistrement. Très bien. Donc, je mets fin au sondage. Il ne faut pas qu'on quitte la réunion avant d'avoir enregistré, d'avoir Mm. terminé l'enregistrement. Tu fais comme tu as lancé l'enregistrement, je crois que c'est toi Ouais, ouais, je qui dois vais éteindre. l'arrêter une fois que c'est bon pour toi, Ok, et après on pourra. le Alors il faut sondage. aussi que j'enregistre. Attendez. Euh, Isabelle a conseillé d'enregistrer le sondage en manuel. Euh, sondage en sondage. Bon, je vais faire une copie d'écran du sondage. Pardon. Nabil, Ouais, oui, est-ce que tu vois un moyen d'enregistrer manuellement le sondage? je vais regarder. Je pense que c'est bon, hein. Parce que, Après, le mec, attends, attends, je qu'il est reprends sa enregistré. phrase. Il faut enregistrer manuellement les résultats au cas. Ah, en cliquant. Pour moi, il est bien terminé et enregistré, hein, j'ai l'impression. D'accord. Bon, bah, j'espère que ça marche.